Bonsoir, monsieur Monalaise. J'espère que vous n'êtes pas trop étonné de me voir là. Je vous avais dit de passer quand vous vouliez. On dirait que vous avez encore eu de la chance. Si on peut dire. Alors, on y va? On y va. C'est l'un des monuments du cinéma français. On le surnomme le patriarche. Il a traversé le XXe siècle en incarnant la France au cinéma. Du héros romantique, icône du Front populaire, à la figure paternaliste, représentant de la vieille école, nous allons, avec Patrick Glattre, revenir sur la carrière et le parcours hors norme de Jean Gabin. Alors bonjour Patrick Glattre, on est dans l'espace Landowski où se tient l'exposition Jean Gabin. Vous êtes aussi également le co-auteur du livre Jean Gabin avec Mathias Moncorgé, le fils de Jean Gabin. On vous a invité dans 5 sur 5 pour revenir sur la carrière cinématographique de Jean Gabin en 5 points. Et donc le premier point que j'aimerais aborder, c'est le réalisme poétique. On se situe avant la Seconde Guerre mondiale, Jean Gabin est jeune premier, il fait ses débuts lors de l'arrivée du cinéma parlant. Est-ce que déjà on peut dire que Jean Gabin fait corps avec l'histoire avec un grand H ? Déjà, il fait même corps avec l'histoire, même avant. C'est-à-dire qu'il commence au cabaret dans les années 20, quand le cabaret est à son apogée. Il est chanteur de café-concert. Comme il dit, il commence en faisant le bec de gaz dans le lointain, c'est-à-dire il fait un peu ce qu'on dirait figurant aujourd'hui pour le cinéma. Et déjà, il sait bien chanter. Et il sait bien chanter les chansons à la Maurice Chevalier, qui est la star de l'époque. Donc déjà, il est déjà bien dans son époque à ce moment-là. Et en effet, alors qu'il ne voulait pas faire du cinéma, c'est un peu son père qui l'a forcé, alors qu'il va faire des essais pour le film Chacun sa chance, et qu'il se trouve nul, il est quand même choisi. Voilà, à la surprise générale. Lui-même dit, on voyait que mon nez, on voyait que moi, c'était horrible, et ils m'ont pris quand même. Donc, c'est sûr que le fait que ce soit le cinéma parlant, il est arrivé vraiment au bon moment. Oui. Parfois dans votre livre, il y a Mathias Moncorgé qui intervient et très souvent il a l'air un peu de se déprécier Jean Gabin à travers ses films. Est-ce qu'il y a un film où il est vraiment fier de sa prestation Après, quand il sera beaucoup plus à l'aise, il se critiquera moins lui que critiquer quelquefois le scénario ou des films qui tout simplement ont vieilli. Et d'ailleurs, il y a quelque chose d'intéressant aussi, c'est que très vite, il comprend qu'au cinéma, il faut en faire un peu moins. Ce qu'il faut savoir en effet, c'est que la plupart des acteurs qui font du cinéma à l'époque viennent du théâtre, comme Rému, Harry Bor. Ils ont tendance à surjouer un petit peu comme on le fait au théâtre quand on veut être entendu du poulailler. Soit on chantait aigu, soit on parlait fort. Et donc, c'est comme ça qu'on a ces grands acteurs, qui étaient des très bons acteurs, mais qui en faisaient un petit peu des tonnes. Et lui, c'est grâce à son voyage au Canada avec Julien Duvivier que le réalisateur Duvivier va lui expliquer un petit peu le fonctionnement des focales, de l'optique, du jeu de la caméra. Et c'est là qu'en effet, il va comprendre que la caméra grossit les traits et que plus on en fait, plus c'est multiplié à l'écran. Alors, est-ce qu'on peut résumer le réalisme poétique ? Alors, c'est difficile de résumer, c'est à la fois une tendance culturelle, pas uniquement d'ailleurs au cinéma, mais aussi dans la littérature. C'est plus une atmosphère qui émane de la crise économique des années 30. C'est tout un idéal ouvrier qui va au fur et à mesure diminuer. C'est-à-dire c'est issu du Front populaire, il y a cette croyance en un idéal ouvrier et finalement la défaite du Front populaire à la fin de 1936 et ensuite la prise du pouvoir de Franco en Espagne, toutes ces valeurs démocratiques un petit peu remises en question vont faire que le cinéma, parmi d'autres arts, va incarner cette désillusion de l'idéal ouvrier. Et Jean Gabin, à travers ses histoires qu'il raconte, qu'il porte, et ces personnages qu'il porte, incarnent beaucoup cette désillusion de l'idéal ouvrier. Alors la grande question que j'ai concernant cette période, c'est est-ce que Jean Gabin était conscient que ces films
retranscrivait une certaine idéologie, ou faisait-il ces films-là par fidélité envers Duvivier, Renoir, etc. Il y a un peu des deux, c'est-à-dire qu'il ne fallait surtout pas lui poser la question de comment il incarne les rôles, qu'est-ce que veulent dire les rôles, etc. Il n'aurait absolument pas voulu qu'on lui pose cette question-là. Par contre, pour Grémillon ou pour Renoir, c'est clair que ce sont des cinémas militants. Et donc, il sait, en voyant ses copains aller à des meetings politiques du Parti communiste notamment, il sait qu'il va incarner ces idées-là dans les films de Renoir ou de Grémillon. Ça, c'est évident. Pour illustrer leurs propos, ils vont même pousser le concept assez loin. Dans les bas-fonds de Jean Renoir, Jean Gabin joue un Russe, alors qu'il n'y a pas plus franco-français que Jean Gabin. Oui, c'est ça. Ouais. C'est une adaptation d'un roman russe plutôt à la mode française de l'époque, où l'aristocratie est là pour aider l'ouvrier à prendre la relève au pouvoir de la société française. Ça sera ta première cuite, va. Dites donc, mais qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Oh, je sais pas, mais en tout cas, je vais me payer un carillon Westminster, ça fait 20 ans que j'en ai envie, dites donc. La Belle Équipe, c'est d'ailleurs une belle illustration de ce mouvement d'époque. La fin, d'ailleurs, subit des changements pour correspondre à cette mouvance. Oui, alors La Belle Équipe, Les Bas-fonds, c'est justement, on est un peu avant le réalisme poétique. On est encore dans cette période où ces cinéastes-là croient en un idéal ouvrier et pensent que les ouvriers vont pouvoir prendre le pouvoir. Et La Belle Équipe, c'est un film qui est charnière dans cette année 36. La fin est triste et tombe à plat car le Front populaire vient de gagner et donc finalement on aurait plutôt préféré une fin heureuse puisque le Front populaire, les socialistes ont gagné. Et donc on décide de refaire une fin qui sera heureuse et là, boum badaboum, au moment où le film sort avec sa nouvelle fin heureuse, eh bien c'est la défaite des socialistes à la fin de 1936. Mais maintenant le film tel qu'on peut le voir, c'est la fin pessimiste qui était la fin préférée de Duvivier. Par ailleurs, pour la Bandera, c'est Jean Gabin qui amène le projet, il achète les droits du livre, il joue un personnage qui s'exile, c'est souvent un personnage qu'on retrouve chez Jean Gabin. Qu'est-ce qui pouvait l'attirer dans ce genre de personnage ? D'abord, c'est un film qui est dans la continuité de Maria Chapdelaine, la vraie rencontre avec Duvivier. Est-ce qu'il a conscience qu'il joue dans cette période-là des gens qui sont soit en exil, soit qui vont se suicider, soit qui vont tuer? C'est un peu compliqué d'aller se mettre à sa place 90 ans après. Ce qui est sûr, c'est qu'il aime beaucoup Macorlan, ils sont très amis. D'ailleurs, dans l'expo, on a son accordéon qui a été offert par Macorlan. Donc ça, ils sont très amis. Et pour Quai des Brumes, comme pour la Bandera, c'est vrai qu'il va se battre, notamment Quai des Brumes, il va se battre pour trouver des producteurs pour produire les films adaptés de Macorlan. C'est quelque chose qu'on sait assez peu, mais est-ce qu'il était cinéphile, Jean Gabin ? Pareil, c'est une colle. Alors, je pense, c'était un grand sportif, ça c'est sûr, un grand mangeur déjà. Je ne suis pas sûr qu'il allait énormément au cinéma. Ce que je dis vraiment, c'est qu'il faut toujours avoir en tête que ce gars-là, qui est devenu pour moi l'un des plus grands, voire le plus grand, ne voulait pas devenir acteur. Quand il voyait son père répéter à la maison quand il était petit, faire ses mimiques devant le miroir, en faire des tonnes, il se disait à lui-même, jamais je ferai ce métier-là. D'abord parce qu'il faut apprendre ses devoirs. Lui, pour lui, apprendre un rôle, c'était comme apprendre ses devoirs. Et en plus, il fallait se maquiller. Alors, gars costaud, viril, hors de question de se maquiller. Et il fallait se montrer en public alors qu'il était plutôt timide et pudique. Donc, il faut vraiment garder en conscience à chaque fois qu'il ne souhaitait pas être acteur. Donc, il aura beaucoup de respect pour le cinéma, beaucoup de respect même pour sa carrière, mais on ne peut pas dire qu'il adorera le cinéma. Et est-ce que c'est à partir de cette période que souvent on utilise la formule Jean Gabin, c'est la France ?
ou c'est quelque chose qui est venu un peu a posteriori? Je pense qu'à l'époque, c'est plutôt lui qui dit aux journalistes de l'époque la France, c'est mon pays, je suis français. En 1937, déjà, Jack Warner lui propose un contrat pour qu'il vienne à Hollywood et il refuse. Il refuse. Pour lui, il est hors de question d'aller aux États-Unis. Il ne voit pas du tout ce qu'il peut aller faire là-bas. Il dit « Mon pays, c'est la France. Je n'ai pas du tout envie d'aller travailler pour les Américains. » Moi, à votre place, je mettrais 60. 10 000 de plus ou de moins, quoi. L'idée est bonne, merci. Ah, pour le télégramme des autres, on trouve toujours le texte facilement. Moi, j'avoue que j'ai de grosses difficultés avec le mien. Vous ne voulez tout de même pas que je vous l'écrive, non? Ben, ça m'arrangerait bien, seulement je ne sais pas si vous sauriez comment prévenir son commandant qu'on a manqué son train. Navré d'avoir manqué mon train. Et il croirait que je me moque de lui. Ravi d'avoir manqué mon train. Ah ben ça, alors, il le prendrait mal. On arrive à mon numéro 2, 39-45. Alors avant d'évoquer la Seconde Guerre mondiale, j'aimerais revenir sur les rôles de soldats qu'a incarné Jean Gabin à l'écran. Il y a Gueule d'amour de Jean Grémillon, où il joue quelqu'un de la cavalerie. Et comme vous le citez dans votre livre, je n'avais jamais tilté. C'est une des seules fois où il pleure à l'écran. Les 2 fois où il pleure, c'est dans celui-là et l'autre film de Grémillon, Remorque. D'ailleurs, il ne pouvait plus revoir les 2 films après parce qu'il avait honte qu'on le voit comme ça en train de pleurer. Il était trop pudique et finalement, et comme c'était quelqu'un de très sensible, il s'est toujours caché, Jean Moncorgé s'est toujours caché derrière Jean Gabin. Et le fait qu'on voit Moncorgé à l'écran et pas Gabin, ça le troublait énormément. Écoute, nous sommes 3 et t'es tout seul. 3 Oui. Tu sais pas compter, mon petit bonhomme. Tiens. Ah, parce que tu comptes sur le gros, là, parce que vous deux, alors dis donc, c'est pas grand-chose. Ouais, je te veux bien. Tu vas la laisser, oui. Ouais, un simple soldat qui donne des ordres. Allez, allez, tu vas te tirer. Excuse-moi, je suis un peu violent. Je ne peux plus plaisanter alors. Il y a aussi Le Quai des Brumes, où il joue également un déserteur. Alors ça, c'est un film qui a été censuré à la sortie. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi? Parce que maintenant, forcément, en regardant ça maintenant, en 2022, ça peut faire rire que ça soit un film censuré et qui était interdit au moins de 16 ans, je crois, à sa sortie. D'abord, il a été censuré, le mot déserteur a été enlevé du scénario. Et ensuite, évidemment, dans la France de Vichy, il ne faut surtout pas montrer un soldat loser qui a abandonné son bataillon et qui, en plus, meurt à la fin. Enfin, c'est clair que c'était contraire aux idées vichistes. Ouais, c'est un film de défaite. Et de défaitisme. Oui. Et du coup, il y a le cas Remorque, en effet, qui est particulier, puisqu'il se tourne... entre 39 et 40, en fait. Il est interrompu au moment de la déclaration de guerre en tout début de septembre 39. Donc il rejoint son bataillon à Cherbourg. Là, il y a ce qu'on appelle la drôle de guerre, c'est-à-dire que la presse, d'ailleurs, va faire des reportages. On le voit en marin, en train d'attendre qu'on lui donne des ordres. Et ensuite, il a une permission en avril 40 pour aller terminer le film. Sun shining, good sleep, full of food. Everything looks different. That's the way it happens. Well, you know all about it, I guess. Bad breaks come to everybody. Sometimes they pile up. Looks pretty bad. And then all of a sudden you get full of ham and eggs, sunny side up, and it's all different. That's enough for you, ham and eggs, huh? Sometimes I have to have some potatoes with them. Very funny. Jean Gabin refuse de jouer pour la Continentale, la société de production créée par Goebbels. C'est une fois que Paris est envahi et que la France du Nord est occupée, que la Continentale commence à lui proposer des contrats. On est plutôt fin 1940 et c'est début 41 qu'il se dit là, va peut-être falloir que je pense à partir. Il quitte la France pour New York et il débarque avec son vélo et son accordéon. Et aux États-Unis, il retrouvera Duvivier et Renoir. Voilà, c'est-à-dire il va à New York en paquebot, il part en février 41, il arrive tout début mars 41 à New York. La presse est là, puisqu'il faut quand même savoir que Jean Gabin est très connu aux États-Unis.
Il est connu par La Grande Illusion, par Pepe le Moko, par un certain nombre de films. Pepe le Moko a d'ailleurs fait un remake américain avec un autre acteur français, Charles Boyer, mais qui vivait, lui, à Hollywood. Et donc, la presse est là. Il y a un article du New York Times où on le voit en photo, en train de descendre du paquebot. Et en effet, comme vous dites, tout le monde voit un peu éberlué ce gars descendre avec son vélo et son accordéon. Et alors, du coup, vient la très courte carrière américaine de Jean Gabin. Alors, il y a un premier film qui s'appelle Moon Tide, qui en français s'appelle La péniche de l'amour, parce qu'il est un peu ridicule quand on voit le propos du film. Et est-ce que lui, quel regard il a sur ces films-là? D'abord, c'est sûr qu'il n'aime pas le scénario, puisque quand on lui a proposé le scénario, il l'a refusé. Les Américains n'ont pas tellement apprécié. C'est qui ce Français là qui arrive là et qui commence à nous dire non, le scénario là, il n'est pas bon, il faut le réécrire. Donc déjà, il n'aime pas tellement le scénario. Il le tourne parce qu'il faut bien qu'il gagne sa vie. Mais il n'aime pas jouer en anglais. Quand il s'entend en anglais, il trouve qu'il joue faux. Moi, je ne trouve pas, parce qu'il a un vrai accent. Il a appris l'anglais en regardant des films de Clark Gable. Et comme il a une très très bonne oreille, il arrive à reproduire l'anglais. Moi, je trouve qu'il est vraiment excellent. Mais alors, les Américains lui font un genre de permanente mise en pli un peu frisée qui n'est pas du tout lui. Et en effet, quand il joue en anglais, il s'entend parler. Donc, il considère qu'il joue moins bien. Est-ce que L'Imposteur de Duvivier est un film prémonitoire sur ce qui va se passer après, puisque... Je pense que Duvivier l'a réécrit pour lui. Puisqu'il faut savoir, c'est qu'il devait s'appeler Passeport pour Dakar. En avril 1943, Gabin rejoint les forces navales françaises libres. Il demande à être incorporé. En juin, il écrit à Duvivier pour lui dire que mon petit Julien, t'es bien sympa, mais je ne veux pas faire le film, je veux partir combattre. Et c'est le cabinet du général de Gaulle qui lui demande de rester pour tourner ce film, qui est un film de propagande qui a pour but d'aller convaincre les jeunes Américains à s'engager. Oui, d'ailleurs, dans l'absolu, j'imagine qu'ils auraient préféré que Jean Gabin reste à faire des films et qu'il soit un peu porte-parole d'une belle France plutôt que de s'engager. Exactement, il aurait été quelque part beaucoup plus important à faire ces films de propagande plutôt qu'à aller risquer sa vie, parce qu'il va emmerder, entre guillemets, ses supérieurs pendant tout son engagement. Hein. Et d'ailleurs, juste après la guerre, pour revenir un peu sur la Continentale, une très très grosse partie des artistes qui ont travaillé avec la Continentale ont souvent été un peu après blacklistés ou sanctionnés. Est-ce que lui, Jean Gabin, il n'avait pas une rancœur, mais bon, il se disait éventuellement un regard un peu... Non, il n'a jamais été critique, il n'a jamais jugé. D'ailleurs, Fernandel, qui était son très très bon ami depuis les années 20, qui était très très proche de lui, va rester son ami fidèle même après la guerre, alors que Fernandel a beaucoup tourné pendant la guerre. Hein. Oui, c'est ça, ouais, il n'a jamais été juge Non, personne. Quand il revient en permission en avril 1945, il revient de sa campagne d'Alsace en permission à Paris, là, il ne reconnaît plus du tout ni Paris ni son pays. Là, il est plus choqué finalement par les règlements de compte de gens qui ont été des résistants de la dernière heure et qui font la morale, plutôt que des anciens copains qui auraient pu collaborer entre guillemets. Parce que lui, il a eu les moyens de partir, mais beaucoup de professionnels n'avaient pas spécialement les moyens et il fallait bien vivre aussi. Donc il y a quelques acteurs qui ont été vraiment des collaborationnistes et qui ont joué dans des films pro-vichistes, voire pro-nazis. Ils ont été jugés après la guerre, il y a même eu des assassinats, hein, mais pour la plupart, il fallait bien travailler. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la période de la Deuxième Guerre mondiale est une période faste pour le cinéma français. Il faut savoir qu'à la fin des années 30, les films américains ont commencé à envahir le marché et que pendant toute cette période-là, comme il n'y a plus du tout de films américains à l'écran, et qu'on produit beaucoup de films français, c'est la période des Enfants du Paradis, des films de Clouzot, comme vous disiez. C'est une période vraiment faste pour le cinéma français. Alors, à noter que durant son parcours militaire, il est dans la 2e DB du général Leclerc, qui l'emmènera jusqu'au nid d'aigle d'Hitler. Et ça, c'est vrai que c'est un aspect qui, après la guerre, lui ne s'en vante pas,
mais la chose n'est jamais rendue publique en fait, quoi. Non seulement elle n'est pas rendue publique, mais beaucoup de personnes pensent que comme il a eu une relation avec Marlène Dietrich, finalement, beaucoup de personnes retiennent plus sa relation amoureuse avec une Allemande que son engagement. C'est-à-dire qu'en plus, ça veut dire qu'à ne pas la ramener, comme il disait lui-même, non seulement il a occulté cette période de combattant, mais elle a permis pendant un certain temps à des gens de penser qu'il aurait pu être, en tout cas, sympathisant avec Marlène Dietrich. Et même ce courrier de J. Edgar Hoover. C'est un rapport du FBI, ouais. Du FBI, mais qui émet des soupçons en effet sur Marlène Dietrich. Bon, le contexte faisant, mais... Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai retrouvé il y a quelques années et qui, pour moi, est quand même important. C'est que quand il quitte la France pour aller travailler aux États-Unis, il n'a pas de visa américain. Donc, on lui donne un visa vichiste sur lequel est indiqué qu'il doit aller prêcher la bonne parole vichiste à Hollywood. À l'époque, les États-Unis sont neutres. Donc, on demande à Jean Gabin de partir pour, en gros, aller dire tout va bien en France, Vichy, c'est très bien, c'est parfait. Nanana. Gabin, lui, s'en fout complètement. Il veut un visa, il veut partir. Il est hors de question pour lui d'aller valoriser Vichy quand il sera là-bas. Il est parti exprès pour échapper à ça. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'en ayant une relation amoureuse avec Marlène Dietrich, qui, elle, est surveillée par le FBI parce qu'elle a été naturalisée américaine, mais elle est quand même d'origine allemande, eh bien, il y a eu des lettres anonymes envoyées à Hoover en disant cette Marlène Dietrich, elle va visiter les camps de soldats, ça doit être une Mata Hari II. En gros, on la prend pour une espionne. Et donc, le FBI s'interroge pendant 2 mois. Comment ça se fait qu'ils se sont rencontrés si vite ? Comment ça se fait que Marlène Dietrich soit avec Jean Gabin ? Est-ce qu'il n'est pas en train de donner des informations à Marlène Dietrich ? Est-ce qu'elle n'est pas en train de donner des informations ? Et pendant quelques jours, 2-3 semaines, ils ne savent pas s'ils doivent lui renouveler sa carte verte. Il y a cette interrogation. Si on le laisse partir, il peut partir avec des informations. Et s'il reste et que c'est un espion, c'est quand même embêtant. Et puis finalement, très vite, il va être disculpé. Et c'est Marlène qui, elle, continuera d'être soupçonnée jusqu'à même à la fin de la guerre. Ouais. Et d'ailleurs, après cette guerre, au cinéma, il ne jouera plus aucun soldat, quoi. Exactement. Quand on l'a faite pour de vrai, la guerre, il ne s'agit plus de la jouer au cinéma. Même à refuser le Paris Brûle-t-il, qui pourtant était la réunion peut-être de tous les acteurs qui cartonnaient à ce moment-là. Non seulement c'était la réunion de ces acteurs-là, mais c'était aussi sans doute le seul qui aurait été légitime pour le faire, puisque tous les autres, eux, ne l'avaient pas fait. Il y a Jean Marais qui s'est engagé lui également, mais il ne s'est pas retrouvé sur les combats. Et puis Jean Marais, pendant la guerre, c'est pas le Jean Marais qu'on va avoir après. Il faut quand même savoir que Jean Gabin, il a 40 ans, il a peur du feu, il est claustrophobe. Donc aller se retrouver chef de char, c'est vrai que ces biographes, pendant longtemps, ne vont pas comprendre pourquoi il est allé aussi loin. Et moi, je pense que cette suspicion du FBI a été un élément fondamental. C'est-à-dire, c'est évident qu'il se serait engagé, c'est évident qu'aux États-Unis, il culpabilisait. Donc, dans tous les cas, il serait rentré au pays pour se battre. Mais je pense que le fait qu'on ait pu douter de son patriotisme l'a rendu jusqu'au boutiste, au point d'être convaincu qu'en s'engageant, il va mourir, puisqu'il va donner tout ce qu'il a à Marlène Dietrich, et au point de ne pas hésiter à se proposer d'être chef de char. Parce que c'est lui qui a insisté pour devenir chef de char. Et pour préciser, mais en effet, là, il est vraiment sous le nom de Moncorgé, son nom civil, et il ne se revendique pas acteur. Les gens qui lui demandaient des dédicaces, ça arrivait sur les manœuvres, par exemple, pendant les manœuvres, de temps en temps, des gens venaient le voir en disant « Monsieur Gabin, on peut avoir une dédicace ?» Et il répondait « Ah non, Gabin, il est resté à Hollywood. Moi, c'est Moncorgé ici. » Ça donne la royale, ça. Ben, où est-ce que vous dînerez? Vous n'avez pas d'argent. Où je vais, on dîne gratis. C'est là, on est arrivé. C'est là, le commissariat? Oui, c'est au premier. Bon, bah, j'y vais, reste là. Mais si vous ne comprenez pas.
Oh, ils comprendront, va. Allez, au revoir, Môme. Comment tu t'appelles? Chiquina. Et vous? Pierre. C'est joli, Pierre. Original. Mais vous redescendrez tout à l'heure. Oui, mais je serai pas seul. Allez, barre-toi, là. Au revoir. C'est mon numéro 3, qui est le retour en France. La guerre est finie, le pays se reconstruit, et on arrive dans une période dans laquelle les films de Jean Gabin vont moins bien marcher. Le réalisme poétique n'est plus à la mode, une jeune génération arrive. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur l'état des lieux du cinéma français à la sortie de la guerre ? Le cinéma français, comme je le disais, il va plutôt très bien, en tout cas par rapport aux productions de films. On n'a jamais autant produit de films pendant ces années-là. Ce sont plutôt les salles de cinéma qui ont besoin d'être modernisées, qui ont besoin de financement. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en 1946 va être créé le CNC, le Centre national du cinéma, qui va être là pour aider les salles dans leurs travaux, leur réhabilitation, etc. Et pour un petit peu aussi contrôler le marché. Alors, donc, comme on disait, c'est vrai qu'en effet, sa carrière militaire est un peu cachée, elle n'est pas connue du grand public, elle est connue de très peu de gens. Est-ce que, quelque part, on ne lui fait pas payer cet aspect-là, où pour les gens, c'est en effet quelqu'un qui s'est exilé et qui est revenu, quoi? Alors, je ne pense pas qu'on le fasse payer ça, parce qu'après tout, on continue de faire travailler des acteurs qui, eux, ont continué de travailler avec les Allemands. Je pense qu'on lui fait payer, entre guillemets, qu'il a les cheveux blancs, donc qu'il a pris un coup de vieux, à cause de son engagement militaire d'ailleurs. Hein. C'est notamment quand il est sur un protège pétrolier, les Lorne, et qu'il est attaqué à la fois par l'aviation et ensuite par les sous-marins allemands. C'est là que c'est plus ensuite en tant que chef de char, hein, quand il a la tête en dehors de la tourelle, c'est là qu'il va s'abîmer les yeux et que ses cheveux vont devenir blancs. Donc c'est plutôt qu'on ne peut plus tellement lui faire jouer les rôles qu'il jouait avant-guerre. Et puis surtout, le cinéma français, dans l'immédiat après-guerre, ne veut plus de films contemporains. On veut au contraire oublier le temps présent et on veut plutôt repartir dans des films d'époque. Et c'est là où on va avoir d'un côté les Jean Marais, Gérard Philippe, qui vont devenir des stars, qui vont jouer dans des films de KPDP, etc. Et puis une jeune génération, des Daniel Gélin et autres, qui vont, François Perrier, etc., qui vont arriver et qui vont pendant quelque temps prendre la place de Jean Gabin. Et il y a un film qui, je trouve, rejoint toute cette thématique, c'est Au-delà des grilles de René Clément, qui sera un peu son seul succès commercial de cette période et qui sera également récompensé. C'est un mélange à la fois du réalisme poétique fini, qui est plus trop poétique du coup, parce que la fin est hyper fataliste, et en même temps le néo-réalisme italien où on est... Exactement, on est dans le début du néo-réalisme, on montre les villes dévastées par la guerre. On a encore c'est un film que j'aime beaucoup, de la Desgrilles. On a encore un Jean Gabin qui porte quand même, comme vous dites, encore en partie ce réalisme poétique d'avant-guerre. C'est un film aussi qui est précurseur de la nouvelle vague qui va venir 10 ans plus tard, puisqu'il est tourné en extérieur. Et la nouvelle vague, évidemment, sera la première génération à vouloir absolument tourner dans des décors naturels pour plus de vérité. Enfin, j'y reviendrai après, mais c'est vrai que je trouve qu'un film, par exemple, comme French Cancan, est une espèce de chant du cygne d'un ancien cinéma de Jean Renoir, et au même moment Duvivier faisait La Femme et le Pantin. Les deux films se répondent comme une espèce de baroud d'honneur d'anciens qui vont laisser la place aux plus jeunes. Oui, même tout simplement le Jean Gabin de 1954-1955 incarne à la fois les studios et les décors naturels, où French Cancan, c'est l'hymne, alors c'est à la fois l'hommage de Jean Renoir à son père, hein, et aux impressionnistes, et c'est en effet l'hommage au studio. Et quelques mois plus tard, Gabin qui va commencer à quitter de plus en plus ses studios pour aller tourner en décor naturel, même si lui préférait le studio, pour deux raisons. La première, parce qu'il n'aimait pas voyager. Pour lui, aller au-delà de la Loire, c'était l'aventure. Et le studio lui rappelait l'usine. Et comme c'est quelqu'un qui a toujours essayé de valoriser plutôt des origines prolétariennes et qu'il avait une grande fierté pour ses grands-pères ouvriers, il y avait le côté « je vais pointer à l'usine en allant pointer au studio ». On a l'impression qu'un film comme La Marie du Port de Carnet va configurer un peu toute la suite de sa carrière, dans le fait qu'il va jouer des rôles où souvent il tombe amoureux d'une femme plus jeune,
et surtout sa première collaboration avec Georges Simenon. La Marie du Port annonce aussi, il y a pas mal de scènes tournées en extérieur, et en effet annonce, je crois que je me demande si c'est pas 10 collaborations avec Georges Simenon. Enfin, ça a vraiment été une suite formidable. Non, mais ce qui est formidable avec Georges Simenon, c'est que les Maigret et les livres de... Enfin, c'est quand même incroyable que cet écrivain belge ait compris mieux que personne ces mécanismes de la société française. Les rancœurs, les querelles de village. Il a réussi mieux que personne à analyser cette petite bourgeoisie de province qu'on retrouve dans ses livres. Et finalement, Gabin, qui pour moi est l'acteur qui va incarner le mieux la société française à l'écran, c'était tout naturel qu'il se retrouve à jouer Maigret et à évidemment interpréter Simenon. Oh, ils se connaissaient, c'est évident, mais je pense que Simenon, quand il a vu Maigret tourner, quand il a vu le lapsus Gabin tourner Maigret, il a dit « je ne verrai plus Maigret de la même manière. Maintenant, à chaque fois, je verrai le portrait de Gabin dessus. » Maintenant, il y a Depardieu. Oui, il y a Depardieu, oui. Mais c'est vrai que Depardieu, de toute façon, quand il a commencé à tourner auprès de Jean Gabin, Gabin a dit « celui-là, il pourra jouer tous mes rôles ». Il a tout de suite vu qu'il était de la patte des grands. C'est une période qu'on aime bien appeler la période creuse de Jean Gabin, puisque ses films marchent moins bien. Alors j'ai essayé de penser la chose, et je me suis demandé, est-ce que si les films marchent moins bien, c'est parce que Jean Gabin subit la situation ? Dans La vérité sur Bébé Donge, il est alité. Dans La nuit et mon royaume, il est aveugle. Et dans La minute de vérité, il est cocu. Est-ce que c'est pas... quelque part, voilà, le public ne veut pas voir Gabin en position de... Moi, je suis partagé par rapport à ce que vous dites, parce que c'est évident, une baisse de qualité des films dans les années 50. Et pourtant, c'est l'apogée des salles de cinéma, et notamment ce qu'on appelle les cinémas de quartier. C'est-à-dire que les gens continuent d'aller beaucoup au cinéma. Donc, la crise va venir après, parce que c'est la télévision qui va plutôt impacter le cinéma. Donc c'est vrai que la nouvelle vague a pris la place d'un certain cinéma de papa, parce qu'en effet, la qualité était moins au rendez-vous qu'avant. Même Gabin, ses films, même si moi j'aime beaucoup ses films des années 50, il n'y a pas les chefs-d'œuvre d'avant-guerre. Donc le cinéma des années 50, il y a aussi toutes ces comédies avec Louis de Funès, avec toute cette génération de Jean Richard, etc., de comédies un peu... c'est pas du grand cinéma à cette époque-là. Mais ça ne se traduit pas par des baisses d'entrée. Donc c'est pour ça que je ne pense pas que les rôles joués par Jean Gabin traduisent une crise du cinéma. La crise va arriver vraiment au début des années 60, parce que la télévision, non seulement a concurrence le cinéma dans le sens qu'on reste à la maison au lieu de sortir, on le vit encore aujourd'hui avec la pandémie, avec les plateformes, etc. Le cinéma est en crise, mais en plus la télévision programme du cinéma de patrimoine. Les vieux Gabins des années 30, quand on voulait les voir, on allait au cinéma quand ils ressortaient dans les salles. À partir du moment où la télévision a commencé, dès les années 50, à les programmer, les gens ont été plus exigeants et ont voulu des films en exclusivité. Et vous savez, dans les années 50, quand un film sortait en salle, il sortait dans 2 salles maximum, 3. Et en province, vous aviez le film 6 mois après, voire 1 an après. Et à cause de la télévision, les gens ont demandé beaucoup plus d'exclusivité. Donc, tous les vieux films ne sortaient plus. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Alors là, on sort de Gabin, on est plutôt dans l'histoire de l'exploitation du cinéma. Mais qu'est-ce qui s'est passé à cause de la télévision? Les gens voulant de plus en plus d'exclusivité, eh bien, les salles de cinéma ont exigé à avoir les films beaucoup plus rapidement et ont voulu avoir plus de films en même temps. Alors que dans les années 50, c'était la fin des mono-écrans, de ces grands Gaumont Palace, qu'on pouvait avoir 2000, 3000, 4000 places, eh bien, on est passé à la fin des années 60 à des regroupements où on a supprimé ces grandes salles pour faire des petites salles qui permettaient, dans 4 salles de 200 places par exemple, d'avoir 4 films qui sortaient en même temps, 4 films en exclusivité. Ah, parce que t'as pas d'idée là-dessus. T'as pas d'idée sur ce qu'il voulait faire quand il est venu t'inviter à sortir à 2h du mat pour une affaire bidon.
Bah, essaie de gamberger un peu pour une fois. Je vois pas, Max. Bah, moi, je vais t'expliquer. Il voulait tout simplement t'emmener dans un coin tranquille et puis te travailler à la caresse pour savoir où on avait planqué notre Grisby. Et puis pour être plus sûr, il voulait m'emballer, moi aussi. Alors tu y es maintenant, hein? J'arrive à mon numéro 4, que j'ai appelé Le Patriarche. Il y a notamment un film qui est Touchez pas au Grisby de Becker, qui va donner un second souffle à sa carrière, et qui est souvent d'ailleurs considéré un peu comme son dernier grand film, ou en tout cas qui a une véritable considération cinématographique. Comment arrive-t-il sur ce film ? Il est arrivé tout à la fin, puisque ça devait être toute une ribambelle d'acteurs, Daniel Gélin en tête qui devait le jouer, et à la fin, c'est Gélin qui a dit à Becker « Mais pourquoi vous prenez pas Gabin ? Il serait parfait là-dedans. » Et Becker, un peu à contre-cœur, a choisi Gabin. Et Gabin, tout à fait conscient d'être à la fin d'une chaîne, comme ça, a dit tant pis, il a mis son orgueil de côté et il a accepté. Et ce qui est quand même extraordinaire, avec Touchez pas au Grisby, c'est que on a Gabin qui aurait dû jamais faire le film, et on a Lino Ventura qui n'aurait jamais dû faire le film. Puisque Lino ne voulait pas faire de cinéma, que Becker est allé le voir faisant du catch, l'a voulu, et que Lino a refusé, que Becker lui a presque insisté, que Lino Ventura, du coup, a demandé un cachet astronomique, et ils ont quand même dit oui, et que le premier jour de tournage, il s'est dit, je vais aller les emmerder, comme ça, et le premier qui me fait une mauvaise réflexion, je m'en vais. Il cherchait une excuse pour pouvoir se tirer le plus vite possible. Et il a demandé un truc qu'il pensait inatteignable. Il a dit « Je veux voir Monsieur Gabin ». Et tout le monde a dit « Non, mais c'est pas possible, on va pas aller déranger Monsieur Gabin, vous êtes un débutant, vous commencez ». Et il y avait le fils de Jean Becker, le fils de Jacques, Jean, le fils de Jacques Becker, Jean Becker, qui lui, se rendant pas compte de la connerie, a emmené Lino voir Gabin. Et alors que Gabin aurait peut-être dû d'habitude faire une réflexion, bon bah oui, qu'est-ce que vous voulez? Là, il lui a dit ça va, oui, on se voit tout à l'heure. Oui, ok, on se voit tout à l'heure. Et c'est que grâce à ça que Lino a fait le film. Et donc, entre Gabin, qui n'était pas prévu, et Lino, qui ne voulait pas absolument le faire, on a les deux plus grands acteurs de cette période-là. Puis ça a scellé une réelle amitié aussi entre les deux. Oui, complètement. Ce qui est émouvant, c'est quand il y a eu un dîner chez Lasserre, au moment de l'avant-première du film, Gabin dit aux journalistes, il s'appelle Lino Ventura, il est de première. Vous allez voir, on va entendre parler de lui. C'est génial, on a le... J'ai senti oui, mais tout de suite, il l'a vu, il a dit, t'as été le choper où, lui, ce gars-là là. Oui, puis il y a pris goût, parce que il a continué sa carrière, Lino Ventura. Exactement. C'est vrai que leur collaboration, elle va se poursuivre, et il y a un film qui s'appelle Razzia sur la Schnouf. Mm-hmm. Et est-ce que là, par exemple, pour Jean Gabin, c'est pas le film un peu qui va, quelque part, déterminer aussi la suite un peu de sa carrière, au niveau de la droiture qu'il cherche à dégager dans ses films, où souvent il a quelque chose d'assez moral, en tout cas. Je suis pas sûr que Razzia sur la Schnouf soit symbolique de ça. Je pense que de toute façon, pendant toute sa carrière, il aura essayé d'être quand il est truand, il aura toujours essayé d'être un truand droit, toujours. Et même dans les années 30, finalement, dans Quai des Brumes, ou même Le Jour se lève. Dans Le Jour se lève, il tue quelqu'un, mais il tue un enfoiré. Donc il en devient excusable. À chaque fois quand il tue, même dans les années 30, il est excusable. Non, je pense qu'il aurait refusé. D'ailleurs, il a refusé des films, Le Salaire de la peur. Il a refusé le film parce que justement, il ne voulait pas jouer le rôle de quelqu'un, d'un salaud. Il voulait pas. Il était hors de question qu'il joue un salaud. Il voulait bien jouer un truand, mais un truand avec quand même de la droiture, des valeurs. Des valeurs surtout. Du coup, c'est un peu ma question aussi. Est-ce que quand il incarne Jean Valjean, il ne redevient pas l'ambassadeur des Français ? De toute façon, il a hésité parce que c'est un monument de la littérature française, mais je parlais de Simenon tout à l'heure. Gabin était évidemment l'acteur idéal pour jouer Simenon. Comme c'est l'acteur qui a porté le mieux
cette histoire de France, évidemment, il était inévitable qu'il joue Valjean, c'est évident. Et en effet, il y a eu Harry Bor, dont je crois d'ailleurs Jean Gabin était... Il avait été impressionné par le rôle d'Harry Bor, et d'ailleurs, il hésitait à jouer, à tourner Les Misérables à cause de ça. Ouais. Il y a eu Lino, qui je crois même, Lino, un peu hésité par rapport à Gabin. Exactement. Il y a eu Depardieu, Belmondo, on a l'impression que c'est une espèce de sacre de certif de grand acteur. Tout le monde ne peut pas jouer Valjean, donc il faut avoir porté, il faut raconter, moi je pense qu'il faut raconter une histoire. Ce qui est formidable avec Gabin, c'est que quand vous allez voir un film de Gabin dans les années 50 et 60, la plupart du temps, vous avez vu ses films précédents, donc vous le voyez dans une histoire des films que vous avez vus avec lui. Donc il porte une histoire. Et comme en plus il porte le siècle, il porte notre histoire. Il y a un film aussi important, que là pour le coup c'est vrai que c'est loin d'être mon préféré, qui est Gasoil, mais lui qui est très important parce qu'il retrouve Gilles Grangier et son premier... avec Audiard. Ouais. Pareil, est-ce qu'on sait un peu comment se passe une rencontre avec ces trois-là Avec Audiard, ils sympathisent assez vite, ils se rendent compte qu'ils ont à peu près le même parler. Moi j'aime beaucoup Gasoil, parce que il arpente la France des années 50, qui est encore la France du 19e siècle. On voit encore les campagnes, c'est encore des petites routes, il n'y a pas encore eu les grandes autoroutes qui ont été construites sur le territoire. Il porte toujours cette classe ouvrière, un petit peu à la suite des années 50. Donc c'est un film charnière, c'est un des films qui... Après c'est Rue des Prairies où là on va vraiment basculer, où il est encore ouvrier sur le tard. Et il voit cette jeunesse qui veut s'émanciper, il voit les grands ensembles, les grands immeubles se construire autour de Paris. Et là, il se dit « Waouh, mon pays, il est en train de foutre le camp ». Juste pour revenir sur Gasoil, c'est vrai qu'il y a certains de ces films où il a un peu accompli ses rêves, que ce soit La Bête humaine où il va être cheminot, dans Gasoil il est routier, il va souvent se rattacher un peu à ses valeurs à lui à travers ses films. En tant que fan, très respectueux du monde ouvrier, il a toujours eu beaucoup de respect pour la machine, quelle qu'elle soit. Le train, la locomotive de La Bête humaine, le bateau de remorque, le camion dans Des gens sans importance ou dans Gasoil, la cuisine dans Voici le temps des assassins, voilà, l'outil d'une façon globale. C'est quelque chose dont il sera toujours très très proche. C'est que t'as voulu lui piquer une balle, ça c'est autre chose, et autre chose que j'aime pas. Il t'est devait. Hein? C'est toi qui es devait à quelqu'un? C'est mieux de dire que pour un truc pareil, avec mon père, ça aurait été la porte. C'est de la veine que ça se fait plus. Mais il y a un truc qui se fait encore. C'est le coup de pied au cul. Et c'est vrai que ça va être une période où il va être un peu en conflit générationnel. Notamment Rue des Prairies où il joue avec Claude Brasseur, où il va être un peu tyrannique, c'est peut-être le mot est fort, mais non, moi je le trouve dur, plutôt quoi. attachant. Oui, c'est attachant malgré tout. Vieux jeu, tout simplement. Voilà, ouais. Il est largué. Et Les Vieux de la Vieille notamment. Et est-ce que c'est pas ces films-là et aussi La Plume d'Audiard, qui lui Audiard était vraiment revendiqué anard de droite, qui lui ont donné cette posture-là. Audiard disait qu'il s'est autant inspiré de Gabin que Gabin l'a inspiré, donc c'est difficile à savoir. Gabin avait un parler quand même qui était unique, et Audiard s'est beaucoup appuyé sur ce parler unique. Donc, mais c'est vrai qu'il y a ce côté... De toute façon, pour moi, Gabin, il a été très vite un art de droite aussi, je pense, dans l'immédiat après-guerre. Je ne pense pas qu'il ait eu besoin d'Audiard pour ça. Est-ce qu'on pourrait définir l'anard de droite? En fait, définir l'anard de droite, c'est plutôt l'anard de gauche croit encore à un idéal et va tout faire dans ses actes pour essayer d'aller vers cet idéal. Et l'anard de droite est souvent plus vieux et il est convaincu qu'il n'y a plus rien à faire, que tout est fichu. C'est vraiment, on est dans les désillusions totales. Tu vois, t'as pas mal. Non. C'est le col qui est en train de s'effacer. Alors maintenant, les contractions vont continuer en augmentant de plus en plus. Mais vous n'allez pas la laisser, docteur. Il faut bien. Et s'il arrivait quelque chose? Non, on a le temps. D'ailleurs, je téléphonerai.
Alors écoute, ne t'inquiète pas, simplement résiste au sommeil et ne les écoute pas. Ton accouchement, c'est toi qui le feras toi-même, personne ne le fera à ta place. Oui. Y a certains films qui créent le paradoxe avec l'étiquette vieux jeu, notamment le cas du Docteur Laurent, qui est un film foncièrement progressiste. C'est pas parce que dans tous ces films, il est toujours jamais pareil et toujours le même, comme disait Prévert, mais c'est pas parce qu'il est très proche de Jean Moncorgé dans tous ces films qu'il est proche tout le temps. Par exemple, le cas du Docteur Laurent, c'est vrai que là, il joue plutôt quelqu'un de progressiste, mais c'est un rôle. Dans Deux hommes dans la ville, c'est contre la peine de mort. Mathias, son fils, dit que lui, il était plutôt pour la peine de mort. Donc voilà, tous les films ne peuvent pas correspondre non plus à 100% à ce que vous pensez. Ouais, mais c'est marrant, c'est vrai qu'il y a cet aspect-là où, en effet, on se dit qu'il arrive à se détacher d'un propos d'un film, voilà, pour jouer dedans. Et contrairement peut-être à, je pense à Simone Signoret, par exemple, qui, elle, en aucun cas disait « Ah, je jouerai dans tel film ». Non, parce que il a refusé beaucoup de films. Ouais, quand même. Ouais. On sait un peu d'ailleurs... Oh bah, il y a quelques listes. Vous vous rendez compte, il a refusé le rôle de Robert De Niro dans Le Parrain quand même. Oui, c'est vrai qu'il a refusé Le Parrain. Oui. Mince, mais parce qu'il ne voulait pas aller aux États-Unis. Et donc dans les années 50, moi je sais qu'au musée Jean Gabin à Mériel, j'ai retrouvé des lettres où on lui proposait un certain nombre de films, dont à un moment Jacques Barre, qui lui propose 4 ou 5 films, et dans la liste, il y a Mélodie en sous-sol, qui doit être le 5e. C'est-à-dire qu'il a refusé les 4 premiers. Et c'est vraiment celui-là qui est arrivé en dernier. Donc, il refusait quand même beaucoup de choses. Il ne disait pas oui à tout. Je crois, il me semble, Fernandel disait oui à tout. C'est De Niro dans Il était une fois en Amérique et Brando dans Le Parrain, je crois. Il me semble qu'il avait refusé Il était une fois en Amérique. Oui, voilà, il a aussi refusé Il était une fois en Amérique. Ouais. Ouais, c'est quand même, et Le Parrain et Il était une fois en Amérique. Ouais. Même des gros bébés. Ouais, exactement. Et Fernandel refusait très peu. C'est pour ça qu'il a une filmographie qui est moins homogène que celle de Gabin. Pourquoi buvez-vous? La question m'a déjà été posée, monsieur le proviseur. Probablement par des gens qui vous aiment bien. Probablement. Claire me l'a posée 3 fois par semaine. Vous devez m'adorer. Croyez que vous êtes qu'un homme ennemi des questions? C'est exact, je préfère les réponses. C'est curieux, Claire aussi. Alors, je voulais venir aussi à Un singe en hiver, qui marque sa seule et unique collaboration avec Jean-Paul Belmondo. Un des visages de la Nouvelle Vague, sachant que la Nouvelle Vague, bien sûr, conspuait les films de Jean Gabin et surtout ceux de Grangier. Est-ce qu'il y a vraiment cette volonté-là, comme une réponse un peu à la Nouvelle Vague? Non, d'après ce que... Juste Belmondo qui est génial. Et... Voilà, c'est ça, Audiard. D'abord, le film ne devait pas se faire. Hein. Il devait tourner un film qui s'appelait Au large d'Éden, qui devait se dérouler sur un morutier. Et lors des repérages, il se retrouve à Granville. Jacques Barre, le producteur, avait gardé un bateau à l'époque. Et quand ils sont montés sur le bateau, ça puait le poisson, évidemment. Et Gabin, il a dit, mais ça pue là-dessus. Et Audiard lui a dit, mais qu'est-ce que tu veux que ça fasse sur un chalutier ou je sais pas quoi. Et là, ils ont compris que le film ne se ferait pas. Donc il fallait trouver une autre idée en urgence, et c'est un moment, Audiard qui a dit, oh, dis donc, j'ai lu les premières pages d'un bouquin, ça a l'air vachement bien, ça s'appelle Un singe en hiver. Donc ils ont commencé à relire ensemble, et c'est encore Audiard qui a dit, il y a un petit jeune, il vient de faire à bout de souffle, il s'appelle Jean-Paul Belmondo. Mais ils ne se sont pas dit, on va prendre un mec de la Nouvelle Vague. On s'est dit, tiens, il faut un jeune. Et c'est Audiard qui a dit, pourquoi pas Belmondo. Mais j'ai retrouvé... c'est même Thierry Billard qui nous a beaucoup aidé pour la recherche iconographique de l'exposition, qui a retrouvé un article d'un magazine du début des années 60 où Daniel Gélin annonce qu'il va faire Un singe en hiver. Comme Belmondo était très pris à l'époque, il s'est écoulé 2 ans entre le moment où ils ont décidé de faire Un singe en hiver et le tournage. De 60 à 62. Donc vraisemblablement, Belmondo, à un moment, a peut-être dit finalement, je vais peut-être pas pouvoir le faire. Daniel Gélin a été pressenti. Et finalement, c'est quand même Belmondo qui l'a fait. Parce que c'est vrai que souvent, on essaye d'attacher une certaine rancœur de Gabin envers la Nouvelle Vague.
Ce qui est paradoxal puisque dans le livre de Gilles Grangier, son interview, il explique que Jean Gabin, lui, au contraire, aurait bien voulu tourner avec la nouvelle génération, quoi. Gabin, quand il voit cette nouvelle vague, il dit ils sont rigolos, ils disent nouvelle vague dans les années 30, c'était moi la nouvelle vague. Donc je vois pas pourquoi ils veulent pas travailler avec moi. Mais il y a deux choses quand même qui ennuient beaucoup la nouvelle vague par rapport à Gabin. C'est d'abord qu'il choisit son équipe. Vous imaginez dire à Truffaut ah ben non François, excusez-moi, mais vous n'allez pas prendre votre chef-op, c'est le mien, c'est mon ingé son, c'est Francoeur, c'est Bernard Blier, c'est tous ces acteurs-là, alors que Truffaut choisit évidemment sa propre équipe. Et la deuxième chose, évidemment, c'est il raye. Quand il trouve que le scénario est pas bon ou que c'est trop long, il raye les passages. Vous imaginez dire à Chabrol, dis donc Claude, là, ton paragraphe, là, je l'ai enlevé. Et ça, pour la nouvelle vague, il ne supporte pas. Ah, c'est de salles, deux ambiances. Ben oui, voilà, mais je pense qu'il y avait un vrai respect. D'ailleurs, Mathias Moncorgé, le fils de Jean Gabin, quand il a vu Claude Chabrol il y a quelques années et qu'il lui a dit que Gabin aurait adoré jouer avec Claude Chabrol, qui pour lui était le cinéaste de la nouvelle vague dans lequel il se projetait le plus, Chabrol était effondré. Oh là là, mais c'est terrible, mon rêve était de faire travailler Gabin, j'ai jamais osé l'appeler. Bah oui, vous imaginez Gabin-Chabrol, moi à mon avis ça aurait été génial. Ouais. Dites-moi Pépé, vous voulez pas le mettre dans les ennuis votre petit-fils, hein? Et puis il faut bien vous enfoncer ça dans la tête. Il n'y a pas que le petit-fils, il y a la ferme. Une belle ferme, mais ça brûle une ferme, ouais. Et puis les vaches, ça crève facile. Puis surtout, il y a la famille. La famille, on n'en a qu'une et on y tient. La petite sœur, elle est ronde, jolie, sûrement pure. C'est bon. À plusieurs. Alors mon numéro 5, c'est Le Crépuscule. On va revenir sur la fin de carrière de Jean Gabin. Alors déjà, je trouve que ça s'annonce un peu avec Le Clan des Siciliens dès le premier plan. Où il descend du ciel littéralement et il fait face à une plus jeune génération, qui est Lino Ventura, qui est arrivé quand même après Alain Delon, vendu comme le plus gros casting du cinéma français cette année-là. Il y a notamment La Horse de Pierre Granier de Fer, qu'on dit, si on veut voir Gabin dans la vraie vie, il faut regarder La Horse. Exactement. Exactement. C'est là où sa famille dit souvent il est elle-même à l'écran qu'à la maison. Et d'ailleurs, c'est pour ça que sa femme Dominique n'aimait pas tellement le film, parce qu'elle disait si c'est pour que j'aille au cinéma pour voir le même homme que je vois tous les soirs à la maison, c'est pas très intéressant. Après, il n'était pas violent. Là, il est violent dans le film, évidemment, il n'était pas violent dans la vraie vie. C'est un film de vengeance voilà. Qui est adapté d'ailleurs d'un roman de la série noire également. D'ailleurs, j'ai toujours un peu vu ce film comme son personnage comme une espèce de suite, un peu une prolongation du personnage qu'il a dans Touchez pas au Grisby, qui serait un peu retiré du milieu à la campagne, et que finalement les nouveaux gangsters viennent emmerder. Et, oui, c'est vrai. Ouais. Je trouve qu'il y avait ce côté-là. Et pareil, un peu dans ce même contexte un peu paysan, il y a l'affaire Dominici, que pareil, souvent on dit, c'est La Horse et Dominici, si on veut voir Gabin en vrai, ce sont ces deux films-là. Et je voulais savoir si justement il avait un point de vue sur cette affaire-là, Dominici, qui avait fait couler beaucoup d'encre. Il avait un point de vue et il pensait qu'en effet, alors je ne veux pas trop m'engager là-dessus, mais il pensait le père Dominici innocent et qu'il n'avait pas pu se défendre parce que ne parlant que son patois, il n'était pas du tout capable d'argumenter et donc il était convaincu à la fois qu'il était innocent, qu'il avait des problèmes de langage et que de toute façon, en plus, c'était un mur et qu'il était hors de question il y avait leurs règles à eux et il était hors de question de se défendre. Il y a ensuite Deux hommes dans la ville alors là, j'avais vu un article comme quoi c'était Delon qui voulait vraiment Jean Gabin parce que voilà, c'était le grand acteur qu'il fallait. Et ce qui est intéressant dans ce film-là aussi, c'est que, en effet, il y a Depardieu qui était déjà dans l'affaire Dominici, mais il y a aussi Victor Lanoux, il y a Bernard Giraudot. Et pareil, est-ce qu'il avait
un regard sur leur génération. Depardieu, de toute façon, c'est Gabin qui l'a eu dans l'affaire d'hominicide, dans Le Tueur aussi. Et donc, c'est un peu Gabin qui l'a repris. En fait, il y a une scène dans l'affaire d'hominicide qui a énormément marqué Gabin. C'est quand toute la famille doit cotiser. Ils sont à table. La chaussure, à la surprise générale, c'était pas écrit dans le scénario. Depardieu prend sa chaussure et prend l'argent qui est dans la chaussure, le met sur la table et remet sa chaussure. Et c'était pas écrit dans le scénario. Et Gabin, quand il a vu ça, là, il a compris que ce gars-là, ce Depardieu, il était capable d'aller puiser dans des racines terriennes, entre guillemets, pour aller enrichir un rôle. Alors, ça l'a choqué. C'est-à-dire qu'il a demandé quand même à ce qu'on retourne la scène le lendemain, parce que je pense que de toute façon, il n'avait pas envie qu'on lui fasse de l'ombre, quand même. C'est-à-dire qu'il a toujours rendu un service énorme aux jeunes et aux actrices, notamment, qui disaient toujours « Gabin, il nous aidait ». Mais je pense qu'à partir du moment où un jeune qu'il avait aidé commençait à se rapprocher de lui, voire à avoir la volonté de le dépasser, là, ça le gênait. Et je pense qu'il a à la fois été très respectueux de Depardieu, et en même temps, il a dû se dire, ce gars-là, il faut faire gaffe parce qu'il en a sous la chaussure, c'est le cas de le dire, ou dans la chaussure. Ouais. Pour moi, en tout cas, un de ses plus grands films et peut-être celui qui marque le plus cette période-là, qui est Le Chat, de Pierre Granier-Deferre aussi, où il fait face à Simone Signoret, qui, elle, peut-être est considérée comme la plus grande actrice française. Est-ce qu'il y a une explication à leur rencontre tardive, en fait, quoi Moi, je l'explique par deux façons. Il y a d'abord que, de toute façon, le cinéma français n'a jamais donné beaucoup de rôles pour les femmes mûres. Donc, de toute façon... Et le cinéma français propose quand même souvent des binômes avec personnes âgées, personnes jeunes. C'est-à-dire qu'elle joue dans La Veuve Coudert, elle joue dans Les Granges Brûlées. À chaque fois, finalement, elle ne fait pas face à des hommes de son âge. Donc, et je pense que Simone Signoret est une des rares, et Catherine Deneuve aujourd'hui, à parvenir à ce qu'on écrive pour elle des rôles de femmes mûres. Mais sinon, la plupart, mais il y a très peu de films pour femmes mûres dans le cinéma français. Donc, puis pour le cas de Signoret, c'est pour le coup, en plus, c'est femme mûre et marquée par la vie, quoi. Et marquée par la vie, et en plus, elle fait 20 ans, elle a 50 ans, hein, oui. Lors du Chat. Hein. 50 ans, vous imaginez un peu ce que ça représente. C'est-à-dire qu'elle elle fait beaucoup plus vieille qu'est-ce qu'elle est dans le film. On a l'impression qu'elle a le même âge que Gabin, voire presque, alors que lui, en 70, il a 66 ans. Il a 16 ans de plus qu'elle. C'est vrai que c'est impressionnant. Ouais. Mais j'adore Le Chat, c'est un film extraordinaire. Oui. Ouais. C'est l'histoire d'un couple qui se déchire, qui se désagrège petit à petit à cause d'un chat, qui est adapté de Simenon d'ailleurs. Enfin, pas que à cause du chat. Pas que à cause le du chat incarne ça, mais évidemment. Surtout qu'il se déchire parce qu'il ne se supporte plus. Exactement. Mais c'est aussi un film qui raconte aussi autre chose d'un point de vue sociétal. C'est la fin d'une époque. Pour moi, de toute façon, Gabin, de Rue des Prairies en 59 au Chat, voir Le Tueur, c'est un homme qui vieillit et qui se retrouve de plus en plus en décalage avec la société française, avec la société de son époque. Il y a une scène très drôle qui est diffusée dans l'Expo, parce que je ne l'avais pas en tête, où c'est dans le Pacha, quand il arrive dans la boîte de nuit et qu'il y a une dame qui danse de façon hyper hystérique, qui est complètement impassible. Le Pacha, c'est quand même formidable. Voilà un film dans lequel il rentre dans une boîte de nuit qui s'appelle Le Hippie, avec la chanson de Gainsbourg, Requiem pour un con, où il voit cette jeunesse hirsute qui se trémousse, il se dit, mais je ne me reconnais pas dans cette jeunesse-là. Et le film sort en février 68. C'est-à-dire il annonce les grèves qui vont arriver 3 mois plus tard. Et c'est son seul film avec Georges Lautner, d'ailleurs, je crois, il me semble. Ouais. Qui est marrant, c'est vrai qui était quand même un réalisateur très prolifique à l'époque également. Dis donc. Cette nuit, on a parlé d'Albert, mais on n'a pas parlé de Léon. Léon? Quel Léon?
Léon de Lyon. Tu l'avais oublié, ton petit frère. Je connais son papier par cœur. On l'appelle comme ça depuis le braquage du Crédit Lyonnais. Il avait 18 ans. Ah, c'était le début d'une brillante carrière. Question d'orientation. Chez nous, à partir de 7 ans, si on rapportait rien à la maison, on regardait becqueter les autres. Alors ça forme le caractère. À 18 ans, dans la famille Villard, on entrait en maison de redressement. Oui, comme dans d'autres familles, on entre au séminaire. Et bien, puisqu'on en est aux confidences de jeunesse, je vais t'en faire une de confidence. Le Albert, il a toujours eu la galipette maudite. 10 fois, je l'ai arraché à des voleurs incroyables. Mais je croyais tout de même qu'à 60 carats, il avait écrasé. Et ben, je m'étais gouré. Et il a fallu qu'il rencontre une petite salope comme toi pour lui mettre la tête dans le sac. Je vous défends de me parler comme ça. J'y suis pour rien, moi, là-dedans. Pour finir, s'il y a un film, enfin avec Jean Gabin, que vous garderez, ce serait lequel? J'arrive jamais à répondre à cette question. J'adore Le Chat, j'adore Un singe en hiver, j'adore La Grande Illusion. Ouais, j'aurais plutôt envie, je prendrais plutôt un triptyque si c'est possible, mais un seul. Et puis vous savez, il y a des moments, les temps font que vous allez voir un film, vous allez le trouver vieilli, et puis 10 ans après, vous allez le revoir, puis finalement, il va résonner avec l'actualité. Donc, moi, ce que j'adore avec un film de Gabin, quel qu'il soit, c'est que vous allez toujours y retrouver une époque. Oui, c'est des films qui racontent plus que ce que le film raconte de son scénario. Voilà. Ça dépasse. Je sais, par exemple, on parlait de Maigret. Bizarrement, je suis un des rares à préférer les Maigret avec Jean Richard. Pourquoi? Parce que je vois les voitures d'époque, je vois mon enfance, les années 70, et finalement, cette série télé est beaucoup plus proche de moi que les autres. Et donc voilà, après, on y met aussi ce qu'on a envie d'y mettre. Et est-ce que pour vous, Jean Gabin a une relève? Oh, bah pour moi, oui, je pense qu'aujourd'hui, ça serait plutôt... alors, moins Depardieu qu'il l'a été dans les années 70-80, et peut-être plus Vincent Lindon, qui, par sa manière de jouer, toujours avec beaucoup de retenue, des rôles sociaux aussi. Oui, d'ailleurs, je crois que son rêve, c'est d'incarner Jean Valjean également. Oui. Donc c'est vrai que tout se rejoint. Et il adore Jean Gabin. Et pour moi, voilà, s'il y avait une filiation, je la verrais... quand même plus, parce que Depardieu, il est quand même allé aussi tourner beaucoup à l'étranger. Il a une carrière plus internationale que celle que Gabin. Pour moi, il incarne moins aujourd'hui notre société que Vincent Lindon. Moi, d'ailleurs, dans un héritage, alors peut-être parce qu'il y a eu le film de Claude Lelouch, Attention Bandit, qui faisait la filiation avec un peu Jean Gabin, mais c'est vrai que Jean-Yann, je l'ai toujours un peu vu comme une sorte d'héritage aussi, alors peut-être aussi parce que Claude Chabrol, et que c'est pas si éloigné. Mais j'ai toujours vu une espèce de pont un peu entre les deux. Ah bah, s'il y a un point commun entre Gabin et Jean-Yann, c'est en gros je vous ferai pas chier si vous me faites pas chier. Voilà. Pour parler crûment, c'est complètement ça, quoi. C'est en gros, vous m'emmerdez pas, je vous emmerde pas, vous m'emmerdez pas. Chacun reste chez soi. Bah, merci Patrick Glatt. Merci à vous. C'est la fin. Merci à vous.